Bonjour à tous, nous allons nous rejoindre aujourd'hui pour un nouveau webinaire dans le cadre du programme RESET, donc dédié au réseau d'eau et à la transition énergétique, où nous pensons que ce sont des enjeux d'actualité et surtout d'avenir. Donc normalement, vous devez avoir vos micros coupés d'office et ainsi que les caméras. Vous pourrez utiliser le chat pour poser toutes vos questions. Donc dans l'attente que tout le monde arrive, je vais vous réexpliquer quelques mots sur le programme Reset et sur les infos pratiques au niveau du webinaire. Donc le webinaire est enregistré, les supports de présentation et le replay seront disponibles sur notre site internet. Donc les caméras et micros sont coupés et pour poser toutes vos questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Comme nous sommes de multiples intervenants aujourd'hui, nous proposerons des temps de questions-réponses après chaque séquence. Donc, quelques mots sur le programme régional RESET, donc, qui est porté par le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, un centre de ressources du bâtiment durable. Et vous pourrez retrouver de nombreuses informations liées au bâtiment durable sur le site internet du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Le programme RESET, lui, est un programme donc, mis en place en 2021 à l'initiative de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, de l'ADEME et de la Banque des Territoires. Et c'est une action concrète du troisième plan régional santé-environnement qui se poursuit dans le PRSE 4 Bourgogne-Franche-Comté. Le programme RESET, c'est un panel d'actions que vous commencez à connaître pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, où on apporte du conseil, de l'information, de la formation et on essaye de construire les outils pour vous accompagner dans la transition énergétique et écologique en répondant à vos besoins ou questionnements. Une sixième mission est apparue, c'est la coordination du réseau des conseillers en transition énergétique écologique en santé. Vous pouvez tous vous inscrire en fait sur la page web de notre site internet pour devenir membre du réseau RESET et ainsi avoir accès à de nombreuses informations et documentations qui peuvent vous aider dans la transition énergétique et écologique. Je vous ai parlé du réseau des conseillers en transition énergétique et écologique en santé. Donc, ce sont des économes de flux qui se déploient dans le monde sanitaire et médico-social. Ils sont là pour vous aider et vous accompagner sur les économies d'énergie. Et aujourd'hui, nous dédierons en fait ce webinaire aux enjeux de la transition énergétique en lien avec les réseaux d'eau. Un petit schéma juste pour rappeler la complexité de ce sujet, car vous l'avez compris, transition énergétique, on aura tendance à évoquer les sources d'énergie, les équipements pour fournir notre eau chaude sanitaire, et au milieu, nous avons des réseaux d'eau froide et d'eau chaude qui devront être équilibrés. Et nos réseaux d'eau froide, nous devrons nous y intéresser dans le cadre de la transition écologique et notamment les épisodes de forte chaleur. Et de l'autre côté, nous avons des points d'usage avec une organisation du travail qui est là pour protéger aussi des personnes vulnérables ou plus sensibles parce qu'elles sont accueillies dans des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, vous voyez ce qui nous attend avec la transition énergétique, des économies d'énergie en amont, selon le schéma négawatt, donc sobriété, efficacité et remplacer nos énergies carbonées par des énergies renouvelables. Et l'enjeu du futur, ce sera de travailler sur des économies d'eau avec bien évidemment une maîtrise des systèmes de la source jusqu'à l'usage. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de plusieurs intervenants. Donc, tout d'abord, le docteur Fatima Rachidi Berjami, donc, qui travaille au CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté, donc le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. Catherine Roussel et Jérôme Matisse, qui travaillent à l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Sylvie Davidian, pharmacienne en hygiène hospitalière au centre hospitalier de William Moret de Chalon-sur-Saône, accompagnée de Valérie Varnaton-Perrin qui travaille à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté en unité territoriale santé-environnement, donc du département de Saône-et-Loire. Les objectifs de ce webinaire. La première chose, c'est qu'on va parler des enjeux sanitaires liés au réseau d'eau, donc avec le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté, dans un contexte de transition énergétique. En deuxième pan, avec l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, nous évoquerons le cadre réglementaire et ses évolutions, puis des retours d'expérience suite aux inspections. Et en dernière partie, nous vous présenterons donc la mission de prévention du risque légionnel mise en place dans le Nord Saône-et-Loire.
Donc, je vous propose donc pour les intervenants, si vous pouvez allumer vos caméras. Donc, Madame Roussel a déjà allumé sa caméra. Je ne sais, le docteur Berjamy, Monsieur Matisse, Madame Vernaton-Perrin et Madame Davidian, qui nous accompagneront donc au long de cette matinée, enfin, de ce webinaire. Donc, je vous propose pour démarrer, c'est d'attaquer donc avec le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté et je laisse la parole au docteur Rachidi Berjamy. Bonjour à tous. Alors, donc, je vais essayer de partager mon écran afin... Docteur, où je peux passer les Ouais, diapos pour éviter d'avoir des couacs j'en ai corrigé techniques? une. Alors, Ah, comme vous voyez, mais j'en ai corrigé une. bah, je vous laisserai peut-être Euh, apporter, ou ouais, on mettra la bonne version sur la présentation et je vous laisserai apporter peut-être les modifications en direct. Et- comme vous souhaitez. D'accord, bah écoutez, il n'y a pas de souci, hein. Bah, en fait, je crois que ça a départagé, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller Je en fait, peux y aller? docteur. Oui, Ah, oui, parce ah bah qu'en fait, d'accord. vous avez départagé, donc on Ah, voit votre pardon. écran. Pas de souci. Ce sont les Alors, bon, bah aléas du c'est tout bon. technique Les et aléas les du aléas du technique, oui, direct. oui, pardon. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous parler de la légionelle et du risque sanitaire en une vingtaine de minutes, hein, c'est ça. Je vais essayer de faire le plus court possible. Euh, alors, le plus important, c'est de connaître un petit peu la carte d'identité de la bactérie. La bactérie, la légionelle, c'est quoi? C'est plus de 70 espèces de légionelles qui sont identifiées. Bien sûr, toutes ne sont pas responsables de l'infection chez l'homme. Par contre, on a quand même plusieurs dizaines de types de légionelles qui peuvent provoquer une infection chez l'homme et dans pratiquement 100%, puisque dans 98% pardon, des cas, c'est la Legionella pneumophila. La carte d'identité, c'est une bactérie gram négatif, aérobie, c'est important à savoir. Bon, on ne va pas rentrer, ce n'est pas un cours de microbiologie, mais le caractère aérobie, c'est-à-dire une bactérie qui aime l'oxygène, on va dire, c'est l'un des éléments qui explique la gravité finalement de l'infection pulmonaire lorsque on est exposé à la légionelle et qu'on développe une légionellose. Le réservoir de la bactérie, il est naturel, ça n'est pas une bactérie saprophyte, c'est une bactérie de l'environnement. Donc, le réservoir naturel, ce sont les milieux aquatiques, les lacs, les rivières, les étangs, les sols humides, etc. Et dans certaines conditions, le réservoir peut être aussi des milieux aquatiques artificiels, tels que, en particulier, le réseau d'eau chaude sanitaire dans nos établissements, les tours aéro-réfrigérées humides ou d'autres installations, hein, telles que les bains à remous ou les centres de balnéothérapie ou les humidificateurs, parfois aérosols, ou même les fontaines décoratives. Il y a eu des cas rapportés où l'exposition au risque légionnel s'est fait par ce biais-là. Alors, les déterminants pour que les légionelles s'installent et prolifèrent dans notre réseau d'eau, c'est vrai que c'est une affaire de température en premier lieu. Les températures optimales de croissance pour la légionelle, c'est entre 25 et 40 degrés. Donc ça, c'est vraiment les températures tropicales que la légionelle adore pour se développer. C'est aussi la stagnation de l'eau. Si une eau est stagnante, donc dans nos réseaux à nous, ça va être en particulier les bras morts que l'on n'aura pas identifiés et qui vont créer une stagnation d'eau, ou bien les faibles débits des circulations qui sont peu optimales. Donc tout ça, ça favorise l'installation et la prolifération de la légionelle. La présence de biofilms et de protéaires et aussi de certains matériaux qui vont présenter des nutriments, hein, qui vont venir alimenter la légionelle, et puis les dépôts calcaires qui sont un élément important du coup dans notre région, hein. On sait qu'on fait partie d'une région de la France où la présence calcaire est importante. Donc, vous comprenez que les températures sont un paramètre important dans la croissance et dans le développement de la légionelle et qu'elles font partie vraiment, elles représentent une part importante dans le programme et la maîtrise du risque sanitaire qui est lié aux légionelles. Voilà,
vous voyez qu'il faut des températures relativement hautes pour arriver à maîtriser ou en tout cas à diminuer l'impact de la légionelle dans nos réseaux d'eau. Donc, à côté de ça, il y a quand même un autre risque que devra maîtriser l'établissement, c'est le risque de brûlure, puisque dans les pièces destinées à la toilette, c'est-à-dire les douches, les salles de bain, voilà, les lavabos dans les sanitaires, la température maximale doit être fixée à 50 degrés. Donc, c'est vraiment un jeu d'équilibriste pour un responsable d'établissement et pour des techniciens, finalement, de maîtriser de manière concomitante le risque de prolifération des légionelles et le risque de brûlure. Alors, la pathologie. La pathologie, donc la transmission, elle se fait par voie aérienne. On va inhaler des microgouttelettes inférieures à 5 microns avec une eau contaminée. La contamination par ingestion d'eau n'a pas été démontrée et on n'a pas de transmission interhumaine. Pour les soignants, un patient qui atteint de légionellose pulmonaire, on n'a pas besoin de mettre en place des précautions gouttelettes ou respiratoires. Voilà, on n'a pas ça. Alors, les facteurs de risque sont exposés davantage. Il y a deux types de risques. Les facteurs endogènes qui appartiennent aux propres patients, donc avec évidemment la vulnérabilité, la fragilité que peuvent représenter certaines pathologies comme les cancers, les hémopathies, les traitements immunosuppresseurs ou la corticothérapie à forte dose ou au long cours, le diabète, le tabac, etc. Et il peut y avoir des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire on aura été exposé et arrive un petit peu en tête du tiercé gagnant, les hôpitaux et en deuxième lieu, les établissements pour personnes âgées. Les stations thermales, on peut contracter aussi souvent, d'ailleurs, une légionellose lors de voyages, dans les hôtels campines, etc. Alors la maladie, si on est exposé à la légionelle, alors il peut y avoir deux formes cliniques de la maladie. Il y a celle qui est beaucoup plus simple, un tableau clinique beaucoup qui peut parfois, qui s'assimile à un syndrome grippal qu'on appelle la fièvre de Pontiac, qui est spontanément résolutif et dans beaucoup de cas, il peut passer inaperçu, ce qui peut peut-être un petit peu sous-estimer la réelle exposition que l'on peut avoir à la légionelle à certains moments. Par contre, la légionellose pulmonaire, là, donc on est sur un tableau de pneumopathie, donc avec des signes respiratoires, avec de la fièvre, de la toux, etc. Mais il peut y avoir d'autres signes généraux, notamment digestifs ou bien des céphalées, qui peuvent être parfois un petit peu trompeurs au début. Donc l'incubation de la légionelle, c'est 2 à 10 jours avant que finalement on développe la maladie. Et le taux de létalité, c'est 11%, ce qui est énorme dans le cadre des infections pulmonaires. C'est-à-dire, voilà, on attrape une légionellose pulmonaire, on a une chance sur 10 d'en mourir, ce qui est énorme. Même le Covid, on n'avait pas ce taux de létalité-là. Alors, c'est une affection, en tout cas la légionellose pulmonaire, c'est une affection grave pour laquelle l'indication d'hospitaliser le patient et en tout cas de le faire prendre en charge dans un secteur médicalisé adapté est importante et en tout cas indiquée parce que l'évolution peut devenir rapidement sévère. Rappelez-vous, c'est une bactérie qui est aérobie, donc elle aime beaucoup l'oxygène, donc elle se nourrira de l'oxygène que nous avons dans nos propres alvéoles. C'est une maladie pour laquelle on n'a aucune prévention vaccinale et lorsqu'on l'a fait une fois, on ne va pas avoir des anticorps protecteurs pour la suite. On peut attraper une légionellose pulmonaire aujourd'hui et on peut le refaire dans 3 mois. Sans souci, on n'aura pas de protection. Alors, le diagnostic. Le diagnostic, on a envie de dire, voilà, notamment dans nos établissements, c'est un diagnostic à quand même évoquer devant tout tableau pneumotie. Vaut mieux l'évoquer par excès que par défaut. On n'a pas vraiment de spécificité radioclinique, mais par contre, il y a des examens qui sont parfois simples que l'on peut utiliser même lorsqu'on est en établissement médico-social et en particulier, le premier très simple, c'est la recherche d'antigènes solubles dans les urines qui est accessible, qui est simple, on a un rendu de résultats en quelques heures, qui a une sensibilité très importante, 80%, et puis qui est quasiment spécifique à 100%. Dès qu'on suspecte une légionellose pulmonaire, c'est pertinent de le réaliser systématiquement, notamment quand on est en milieu hospitalier ou en EMS. La culture, c'est la méthode de référence parce que là, du coup, on va aller chercher la légionelle
dans les sécrétions bronchiques du patient, donc on va identifier exactement le type de légionelle. C'est un examen qui est beaucoup plus long, un petit peu plus invasif, et puis surtout, mais il est important à réaliser pour 2 raisons. D'abord, c'est bien de le faire obligatoirement avant tout début d'antibiotiques, parce que quand c'est une légionelle, c'est un certain type d'antibiotiques que l'on va mettre, qui seront plus efficaces pour la légionelle. Ceux que l'on utilise dans les pneumopathies, j'ai envie de dire de routine, ne marchent pas. Et puis surtout, c'est important parce qu'il va nous permettre de comparer, les souches, la souche du patient qui a fait la légionellose pulmonaire et celle de son environnement. Donc ça, c'est important. Après, il y a la 3e méthode qui est possible d'être réalisée, c'est celle de la PCR avec l'identification de la présence d'ADN de légionnaire SPP, c'est-à-dire tout confondu, pas forcément que la LP1. Alors, les données épidémiologiques. Alors déjà, avant de donner les chiffres, c'est la légionellose pulmonaire, c'est une MDO depuis 1987. Donc, en fait, dès qu'on a le diagnostic, il faut faire la déclaration sans délai aux autorités, à l'ARS, donc via ce fiche CERFA ad hoc pour les déclarations à maladie obligatoire. Alors, l'évolution des nombres, comme vous le voyez, entre 1988 et puis 2023, ça monte. Alors, évidemment, là, au début, on n'a pas grand-chose. Ce n'est pas dit forcément que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de légionellose pulmonaire, mais il fallait attendre un petit peu la montée en puissance du système de déclaration. On voit quand même que ça continue à monter, avec peut-être ici, en 2020, un petit creux, donc Covid oblige, mais on voit quand même que chaque année, ça continue, ça augmente un petit peu. Là, juste une petite, très rapidement, c'est qu'en fait, on constate en fait depuis plus de 10 ans, depuis toujours, on a quand même ce fameux gradient Est-Ouest. On a un peu plus de cas déclarés, voilà, au niveau de la moitié est de la France, qui est toujours le cas sur les dernières données épidémiologiques de Santé publique France, les données de 2023. Et puis aussi un élément important, on a quand même une augmentation des cas l'été. En juillet, août, en tout cas entre juin et septembre, on a augmentation des cas. Alors les données spécifiques à notre région, en Bourgogne-Franche-Comté, les données, par exemple l'année dernière, on a eu une petite baisse par rapport à 2022, on avait 109 cas. Aujourd'hui, alors les compteurs arrêtés au 12 septembre, on est à 46 cas déclarés au 12 septembre de cette année. Alors, en fait, en conclusion, on dit quoi? C'est que finalement, la bactérie, on la connaît. Les points critiques, les points à risque de contamination, finalement aussi, on les a identifiés, on les connaît. La maladie, on la connaît. On connaît le mode de contamination, on connaît la pathogénie, on connaît comment la traiter, enfin, on connaît la maladie. Les facteurs de risque, qu'ils soient intrinsèques ou extrinsèques, on les connaît également. Et puis, on connaît aussi les éléments de maîtrise, donc, qui seront abordés dans les présentations ultérieures. Donc, finalement, on connaît un peu tout autour de cette maladie, donc on est tenté de dire quand même que c'est une pathologie évitable. Donc, il faut mettre les bouchées doubles finalement pour, pour faire une prévention optimale. Donc, ça va s'appuyer sur 2 choses. La première, c'est quand même que le risque légionnel soit inscrit dans le plan de gestion des risques de l'établissement, à part entière. Juste pour la petite histoire, hier, je faisais la formation légionnelle régionale et j'étais un peu étonnée que finalement, dans certains établissements, finalement, le risque légionnel, il était un petit peu géré juste comme ça. Il y avait pas il faisait pas partie des éléments débattus en CODIR ou en COPIL ou dans une autre instance dans certains EHPAD. C'est lorsqu'on a un souci, on s'y attelle et voilà. Donc, alors qu'en fait, non, il faut vraiment qu'il soit bien inscrit dans le plan de gestion des risques de l'établissement. C'est le seul moyen d'y être attentif en permanence. Aujourd'hui, on dispose aussi d'un autre outil. L'autre élément, c'est de s'auto-évaluer. On l'inscrit, mais après, on s'auto-évalue, on cartographie, on voit où est-ce qu'on en est avec nos éléments de maîtrise pour ce risque-là, où est-ce qu'on en est
avec le niveau de criticité, le niveau d'acceptabilité de ce risque légionnel dans notre établissement. Est-ce qu'en le cartographie, on est sur un niveau acceptable, moyennement acceptable ou pas acceptable du tout? Donc, du coup, c'est ça, il faut mettre les bouchées doubles. Et pour ce faire, il y a l'outil d'AMRI, pour ceux qui le connaissent, voilà, on va aborder la légionelle sur le chapitre 1, le socle, mais aussi il y a le chapitre 3 lié à l'environnement, où on va pouvoir se cartographier et mesurer son niveau de maîtrise. Et puis, l'outil vous permettra d'avoir votre plan d'action d'amélioration qui sera effectivement suivi au niveau du comité de pilotage de l'établissement. Donc, simplement, effectivement, hein, c'est vrai qu'il est de la responsabilité des gestionnaires de vérifier et de garantir une eau de qualité au point d'usage de la structure. Donc, un minima, c'est s'auto-évaluer, se cartographier, l'inscrire dans le plan de gestion des risques et puis dérouler son plan d'action d'amélioration. Donc, simplement, en message, c'est de dire que c'est quand même pas rare, malgré tout. Hein. Il n'y a peut-être pas beaucoup de cas comme ça quand on met le dénominateur au nombre d'habitants sur l'hexagone, mais c'est quand même, vu que c'est une pathologie évitable, c'est des cas de trop. Donc, voilà. Par contre, la morbimortalité, vous l'avez compris, elle est quand même élevée parce que, alors, soit on meurt une fois sur 10, soit on peut se retrouver en réanimation, intubé, ventilé en quelques heures. Donc, le diagnostic, on est obligé de l'évoquer. Il faut le confirmer. On va ajuster la prise en charge du patient et puis on va surtout notifier, déclarer la MDO et investiguer et mettre en place les mesures correctives. Et tout ça pour dire quand même, il ne faut pas attendre l'incendie. C'est vraiment en amont que les choses doivent être mises en place. C'est vraiment en amont qu'on doit s'auto-évaluer, se cartographier et puis mettre en place, s'appuyer sur toutes les ressources humaines, organisationnelles ou techniques pour éviter l'implantation. Parce que souvent, on dit, hein, c'est l'adage qui dit, lorsqu'un réseau est contaminé par la légionelle, on a un peu tout le mal de la planète par la suite à s'en débarrasser. Donc voilà. Merci docteur pour cette présentation qui est très claire et qui va nous permettre de faire l'enchaînement ensuite avec le cadre réglementaire. Je vais vous laisser départager et je vais repartager mon écran, ce qui peut permettre pour des participants du chat oui, merci docteur, comment dire, si vous souhaitez poser des questions, nous avons quelques minutes le temps de nous retrouver sur le temps des questions. Donc, je ne suis pas repartie sur les bonnes diapos. Hop. Donc, ce que nous venons de voir. Donc, y a-t-il des questions dans le chat? Je n'en vois pas. Donc, je vais proposer d'enchaîner sur le cadre réglementaire qui est complètement raccord avec les enjeux sanitaires. Et là, je vais donner la main à Madame Roussel. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais faire cette présentation. Moi, je vais la faire sur les évolutions réglementaires et mon collègue Jérôme Mathis plus sur les retours d'expérience suite à inspection. Texte réglementaire, c'est assez riche. Je vous ai mis en tout premier des articles du Code de la santé publique, puisque c'est toujours bon à rappeler. Le premier que vous voyez à l'écran, le LMI 321.1, dit très clairement que toute personne qui met à la disposition du public de l'eau destinée à la consommation humaine est tenue de s'assurer que cette eau est propre et salubre. Voilà, un rappel très général, mais qui vaut pour tout le monde. On a aussi dans le Code de la santé publique le R 1321-23, pardon, qui dit que la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de mettre en œuvre une surveillance. Et dans cette surveillance, on trouve et des analyses et la tenue d'un fichier sanitaire. Peut faire penser à un carnet sanitaire aussi. Et en R 1321-46, qui cible plusieurs établissements, dont plus particulièrement les hôpitaux. Oui, on a quand même un cadre général très fourni. Je ne rentre pas plus avant. Vous voyez à l'écran les circulaires ou autres textes qu'on va aborder plus ou moins rapidement. J'ai mis en bleu évidemment les plus essentiels, à savoir les circulaires de 2002 et 2005 relatives à la prévention du risque lié au légionnel. La première dans les établissements de santé, la deuxième dans les établissements qui accueillent des personnes âgées. Et évidemment, l'arrêté du 1er février 2010, le fameux relatif à la surveillance des légionnaires dans les installations.
En deuxième diapositive, j'ai mis quelques autres textes réglementaires, quasiment pour mémoire, hein, que vous sachiez que voilà, il y a des textes relatifs à la brumisation d'eau, il y en a d'autres, un très récent, relatif à la protection contre les retours d'eau, qui est un vrai sujet aussi. J'ai mentionné, toujours pour mémoire, la note d'information de 2019 relative à la prévention de risques de brûlure dans les établissements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées. Ça faisait suite à des accidents graves en établissement avec des décès à la clé. Donc, j'ai quand même voulu vous rappeler ce texte-là, si vous souhaitez revoir ce qu'il indique. Et puis, évidemment, il y en a bien d'autres, relatifs aux tours aéro-réfrigérantes, aux bains à remous, mais on va pas pouvoir tout évoquer aujourd'hui. Diapo suivante, voilà. Donc la première circulaire, sur laquelle on va passer très vite, c'est celle de 97, qui est relative à la légionellose et pas aux légionelles, puisque comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est une maladie à déclaration obligatoire depuis 87 et très clairement les premières années, on avait une sous-déclaration puisqu'il y avait à peu près 50 cas déclarés par an. Voilà, on est largement au-delà de 1000, depuis plusieurs années chaque année. Hem, mais vous voyez que dans cette circulaire dédiée à la légionellose et qui visait à remédier à cette sous-déclaration, on trouve dans les annexes ce que j'ai mis en bleu, la description d'un réseau d'eau chaude sanitaire, des mesures de lutte et des bonnes pratiques d'entretien, chose qu'on va retrouver, après, avec des contenus déjà assez conséquents. 98 circulaire relative à la mise en œuvre des bonnes pratiques d'entretien des réseaux d'eau dans les établissements de santé. J'ai tronqué le titre parce qu'elle parle aussi, pardon, des établissements recevant du public de manière plus générale. Et cette circulaire mentionne la responsabilité des gestionnaires d'établissements de santé, leur responsabilité de vérifier et de garantir la qualité de l'eau au point d'usage. Et de quelle manière? Eh bien, en assurant un entretien régulier, en détenant un dossier régulièrement actualisé qui ressemble furieusement à un carnet sanitaire, et puis en mettant en œuvre une surveillance. Et vous voyez, on trouve déjà les prélèvements au moins une fois par an, et avec un protocole élaboré par l'établissement. Toute chose qui devait être mise en place au 30 juin 99 au plus tard à l'époque. Voilà. Juste une petite précision quand même sur cette circulaire pardon, de 98. Elle mentionnait donc elle était aussi relative de manière plus générale aux établissements recevant du public, et elle disait que les maisons de retraite avec section de cure médicale relèvent de la même démarche que les établissements de santé. Alors, on arrive à la circulaire de 2002, avec 9 fiches, très techniques, et je ne les ai pas toutes mises à l'écran. Vous voyez 3 sur cette première diapositive. Évidemment, la conception et la maintenance, avec les 3 grands préceptes, que je vous rappelle quand même. Éviter la stagnation et assurer une bonne circulation de l'eau, c'est capital. Lutter contre l'entartrage et la corrosion par une conception et un entretien adapté, les 2 sont importants. Et évidemment, maîtriser la température de l'eau depuis le début de la production jusqu'à la distribution. Et puis on trouve aussi dans cette circulaire, dans ces fiches techniques, des tableaux de suivi, des tableaux de recommandations très, très fournis, très étoffés et qui font toujours référence. Notamment les tableaux de recommandation selon la nature des matériaux, et des tableaux de suivi des paramètres de température et de légionnelle dans les réseaux eau chaude et eau froide, déjà à l'époque. J'attire votre attention là-dessus. Elle indiquait aussi que, il ne fallait pas, enfin, il fallait éviter autant que possible, pardon, l'utilisation des désinfectants en continu dans l'eau chaude sanitaire, et elle insistait aussi sur, le choix de la stratégie d'échantillonnage qui devait faire l'objet d'une réflexion et qui ne devait pas être définie une bonne fois pour toutes, à la fois en périodicité et en termes de lieu de prélèvement. Voilà, puisque la recolonisation d'un réseau, ça intervient très, très rapidement. En 3 à 4 semaines, ça peut être fait s'il n'y a pas de maîtrise du réseau. Voilà, dans les autres fiches techniques, pardon, on trouvait aussi des actions qui est préconisées en fonction des concentrations en légionnelle. Donc là, première mention de l'objectif cible,
avec des concentrations en Legionella pneumophila inférieures à 1000 unités fort en colonie par litre, mais aussi deux autres actions qui me tiennent énormément à cœur et qui datent de l'époque où je faisais des inspections: rechercher les causes de la prolifération et évaluer l'étendue de la contamination du réseau. On ne se lance pas sans savoir dans des chocs curatifs. Et puis, elle mentionnait aussi les acteurs et leurs responsabilités en indiquant déjà une analyse des risques doit être menée en association entre les différents intervenants de l'établissement, à savoir la direction, les services techniques et les équipes d'hygiène. Alors, dans cette décidément fameuse circulaire de 2002, on trouvait aussi un programme d'action à définir avant le 31 décembre 2002. Je n'insiste pas, c'est juste que les 2 dernières dispositions étaient à mettre en œuvre dans les délais les plus brefs et les consignes d'intervention lors d'un cas de légionellose nosocomiale ou lors de la mise en évidence de fortes teneurs en légionelle, c'est ce qu'on appelle dans les carnets sanitaires de manière générale les conduites à tenir. Et ça met bien en évidence, le maître mot pour moi, c'est l'anticipation. Voilà. On n'attend pas, on essaye de pas attendre d'avoir un cas de légionellose nosocomiale ou des fortes concentrations en légionelle dans les installations pour, se demander ce qu'on fait. Alors la circulaire de 2005, elle est relative, aux établissements qui accueillent des personnes âgées. C'est un peu une version allégée de la précédente, puisque au lieu de 9 fiches techniques, on en a 4. Donc, je vous la refais pas. Juste à la toute fin, tout en bas, utilisation de préférence de brumisateurs individuels pour les personnes âgées. J'insiste pas. On passe à la suite. L'arrêté du 30 novembre 2005 qui a modifié un arrêté de 78 relatif aux températures de l'eau chaude sanitaire. Alors, cette diapositive illustre le dilemme qui a déjà été évoqué précédemment: risque brûlure, risque légionnel. Donc, pour limiter le risque de brûlure, température maximum de l'eau chaude sanitaire à 50 degrés au point de puisage. Et pour limiter le risque lié au développement des légionnelles, il faudrait avoir 50 degrés ou plus dans le réseau. Vous voyez aussi qu'il y a des questions des équipements de stockage, voilà, des températures en sortie des équipements de stockage, soit à 55 degrés, soit une montée en température suffisante pendant la nuit. On arrive à l'arrêté de 2010, le fameux, relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, et qui dit bien que le responsable des installations met en œuvre une surveillance, qu'elle repose sur des mesures de température de l'eau et des campagnes d'analyse de légionelles. Donc avec des fréquences minimales, avec une traçabilité, avec un renforcement en cas d'incident ou de dysfonctionnement. Mais c'est quand même, voilà, je voulais insister sur le fait que c'est un texte quand même beaucoup plus fort que des circulaires, qui fait encore un peu qui fait encore toujours, pardon, le distinguo entre les établissements de santé et les autres, et qui parle bien du responsable des installations, en disant sans surprise que ça peut être le propriétaire, le directeur de l'établissement ou un exploitant, si cette responsabilité lui a été contractuellement déléguée. Et là, c'est très important. Il faut que les établissements sachent ce qu'ils ont délégué quand c'est le cas. Souvent, un établissement peut penser que bah, il a tout délégué d'une certaine manière. Alors que dans la réalité des contrats, c'est souvent uniquement ce qui se passe en chaufferie et uniquement la production. Donc, il faut absolument que les établissements sachent ce qu'ils ont délégué et sachent ce qu'ils ont dans leur contrat. Voilà. Elle rementionne les objectifs cibles, mais sous une autre forme, en disant que les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs au seuil que vous voyez à l'écran. Et que, évidemment, quand c'est pas le cas, le responsable prend son délai, les mesures correctives, etc., etc. Le seuil de détection, il a diminué au fur et à mesure des années. Je crois qu'il a dû commencer vers 250 ou 50, enfin, il est maintenant à 10 en tout cas, hein.
Et puis, il est nécessaire de faire appel à des laboratoires accrédités pour les prélèvements et les analyses, bien évidemment, mais le laboratoire ne doit pas non plus se substituer à l'établissement pour le choix des points de prélèvement. Et les rendus des analyses doivent donner toutes les informations nécessaires, à savoir le lieu précis, l'installation, le jour, l'heure, premier jet, deuxième jet, etc., si on veut pouvoir en faire quelque chose, avec évidemment la température. Cette circulaire, cet arrêté, il y a eu une circulaire derrière, avec un guide d'information qui réinsistait un petit peu sur les opérations de désinfection curative sur les réseaux qui devaient être évitées vraiment, et qui disait bien que quand il y en avait un, il devait y avoir un recontrôle au moins 48 heures après, pour vérifier l'efficacité, et aussi après un délai de 2 à 8 semaines pour vérifier l'absence de recolonisation des réseaux. On en arrive au tout dernier arrêté, le plus récent, du 30 décembre 2022, qui implique une évaluation des risques sanitaires liés aux installations intérieures, qui s'impose aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux. L'arrêté est entré en vigueur au 1er janvier 2023. Les établissements ont jusqu'au 1er janvier 2029 pour réaliser cette évaluation de risque, et qui devra être revue au moins tous les 6 ans, et aussi à l'occasion de travaux conséquents. Et vous voyez les objectifs de cette analyse des risques: identifier les événements dangereux, identifier les niveaux de risque associés et évidemment proposer des mesures de gestion de ces risques. Cette évaluation, elle devra être réalisée par un professionnel disposant de compétences et de qualifications dans le domaine des réseaux d'eau sanitaire dans les bâtiments. Ce qui me permet d'en remettre une couche, excusez-moi le terme, sur le fait qu'il faut que les établissements disposent de moyens à la fois en temps et en personnel compétents, et à former régulièrement quand même pour suivre ces sujets de manière efficace. Évidemment, à l'issue de l'évaluation de risque, il y aura des mises de gestion à mettre en œuvre en cas de dysfonctionnement identifié, et puis même en cas de dégradation de la qualité de l'eau, auquel cas on rebasculera sur la recherche des causes et de l'étendue de la contamination. Elle sera révisée, évidemment. Et puis pour terminer, je vous ai mis pour mémoire 3 guides, alors, qui peuvent sembler un peu anciens, donc il y a peut-être des choses qui ont pu tomber, mais pas tant que ça, seraient peut-être un peu obsolètes. Vous allez vraiment y retrouver les grands principes. Donc voilà, je souhaitais vous les mettre en référence. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci Madame Roussel. Maintenant, en termes de timing, c'est largement parfait. Merci pour ce rappel historique en fait de la réglementation, où on voit bien que finalement au fil des années on va passer de la circulaire à des arrêtés, parce que les règles techniques nous les avons pour maîtriser les risques, et finalement par les derniers textes de 2022 ça devient ancré dans nos codes réglementaires. L'évaluation des risques est une forme de méthodologie pour anticiper le risque et éviter qu'il ne se produise. Et pour rappeler ce qu'a expliqué le docteur Berjamy en tout début de webinaire, justement, nous avons toutes les connaissances et c'est vraiment un risque évitable à partir du moment où il est maîtrisé. Et en plus, il est maîtrisable. Je regarde le chat. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est donc d'enchaîner avec Monsieur Mathis pour avoir quelques retours d'expérience observés en inspection, pour mettre en lumière donc certains points où il est vraiment important qu'on travaille tous collectivement pour améliorer les situations dans les établissements qui peuvent être concernés par ce type de problématique. Bien, bonjour. Effectivement, je vais vous présenter en une dizaine de diapos, pareillement, un peu plus de 10 ans maintenant d'inspection, que ce soit en établissement sanitaire, en établissements médico-sociaux, et puis depuis quelques années en établissement de tourisme, puisque ce sont aussi des lieux de prolifération pour les réseaux d'eau chaude, en me focalisant donc sur ce découpage un petit peu en 3 parties.
Donc avec ce bloc central de surveillance des températures et des concentrations légionnelles qui est le cœur vraiment de ce qui est demandé aux établissements. Un préalable et parfois des choses à corriger qui sont les éléments descriptifs, les plans, les schémas et la façon dont on conçoit les réseaux et dont on les appréhende, dont on les matérialise. Et puis je terminerai, en conclusion pour illustrer aussi ce qui vient d'être dit en termes de texte réglementaire sur l'interprétation de cette surveillance et puis sur, l'utilité du carnet sanitaire, concrètement. Donc si on commence par, les éléments descriptifs manquants ou incomplets, c'est souvent, ce qui est rencontré, constaté dans les établissements. Donc la première photo de gauche, par exemple, vous voyez un schéma de principe de production, donc on est en chaufferie, on commence toujours par là nos inspections. On essaye d'avoir ces schémas de principe avant l'inspection, avant le jour J pour, pour essayer de commencer à comprendre, le fonctionnement des réseaux, combien il y a de boucles, est-ce que la production est avec stockage, c'est-à-dire en présence de ballons, de plusieurs ballons. Et on se rend compte que, alors c'est pas tout de l'avoir affiché dans la chaufferie, mais un schéma de principe, disposer d'un schéma de principe, à jour surtout, c'est un petit peu un luxe. On a du mal parfois à avoir ces documents avant et puis ceux qui sont présents en chaufferie comme celui que vous voyez à l'écran, sont parfois, pour pas dire obsolètes, déjà difficilement déchiffrables et puis, difficilement utilisables. C'est aussi utile pour les gens qui vont intervenir, les intervenants extérieurs, que ce soit le prestataire de maintenance ou le laboratoire qui va venir faire les prélèvements pour, avoir en une photographie, les installations qu'il va venir, prélever. Ensuite, la concrétisation de ça en chaufferie toujours, c'est, d'avoir un étiquetage, ça paraît, basique, mais d'avoir un étiquetage des départs de boucle et des retours de boucle. Donc là, vous voyez sur la photo de droite, on peut même penser qu'avant le calorifugage qu'on peut constater, il n'y avait même pas le départ de boucle ou le retour de boucle, l'arrivée d'eau froide, enfin ce genre de choses. Alors, à la fois pour l'établissement en interne pour savoir ce qu'il a à surveiller et puis, encore une fois, pour les intervenants extérieurs. Et puis aussi, on se rend compte, y compris pour des bâtiments récents ou à l'occasion de travaux de rénovation ou d'extension, que les plans de distribution, les réseaux de distribution ne sont pas toujours très bien connus. On rajoute des points, on en enlève, des portions de circuits et pour autant les plans sont parfois complètement absents, ce qui empêche d'avoir une visibilité sur ce qui se passe dans le réseau. Ensuite, on va avoir, alors j'ai listé un petit peu, rapidement les problèmes de conception. Alors nous, on n'est pas bureau d'études à l'ARS, on vient, questionner en tout cas certaines conceptions du réseau qui peuvent poser problème, en tout cas qui peuvent favoriser la prolifération des légionnelles. Donc en premier lieu, on a les bras morts puisqu'effectivement un des facteurs de prolifération, ça va être la stagnation. Donc vous avez sur la première photo, toujours en commençant à gauche, un point d'eau, un robinet, enfin un évier qui, on peut penser, est peu utilisé et qui n'a pas été déposé et qui probablement est difficile à purger en attendant la dépose. Encore une fois, ce genre de bras mort qu'on va identifier, on va chercher à déposer non seulement l'équipement, mais aussi la canalisation correspondante pour ne pas créer de bras morts, même après dépose de l'équipement. Ensuite, on a le problème de calorifugage et puis les retours, les interactions entre l'eau froide et l'eau chaude en règle générale. Donc sur la deuxième photo, vous voyez 2 canalisations un peu à nu qui ne sont pas calorifugées. Alors je n'ai plus le détail de la mémoire de ce que c'était, mais déjà le fait qu'elles ne soient pas calorifugées, on peut penser qu'il y a des échanges de calories entre eau chaude et eau froide. Et on a même parfois, alors pas personnellement, mais constaté que les canalisations d'eau chaude et d'eau froide étaient calorifugées, en même temps, dans le même calorifuge, ce qui n'est pas sans poser de problème puisqu'on va à la fois refroidir l'eau chaude et réchauffer l'eau froide, nous fait approcher des températures d'eau optimales de prolifération qui sont entre 25 et 45 degrés Celsius. Ensuite, on a les équipements, on en a listé quelques-uns. Quasi systématiquement, on va avoir un traitement d'adoucissement, sans que se soit posé la question au moment de l'installation de savoir si l'eau était vraiment dure en tartrante. Donc en mettant un adoucisseur, déjà c'est de la maintenance en plus qu'il faut, surveiller. C'est une prestation en plus puisqu'il faut, faire intervenir une société encore,
différentes souvent de celles qui font la maintenance. Et puis si on a une eau qui est pas finalement si dure que ça, on va créer une eau plutôt corrosive qui va avoir tendance à attaquer l'intérieur des canalisations, à décrocher du biofilm, à emmener des éléments de corrosion qui là vont être autant de nutriments pour les légionelles. Et puis on a d'autres traitements qui sont vendus un peu comme des solutions miracles. J'ai listé là UV et Filmogène. On a aussi des traitements de pasteurisation qui sont un peu, qui tiennent sur des mots magiques, mais qui ne sont pas toujours adaptés, en tout cas qui ne sont pas suffisantes pour empêcher à la fois l'entrée des légionelles dans le réseau et leur prolifération. On va les retrouver un peu partout, les légionelles. C'est certainement une coordination de mauvais éléments, un mauvais alignement de planètes qui va créer les conditions pour proliférer. Et puis, encore aujourd'hui, on retrouve des mitigeurs collectifs. Donc là aussi, la pertinence se discute parce que sur le principe, on comprend bien qu'il y a un intérêt, par exemple, après un ballon d'eau chaude, de le garder à une certaine température pour éviter la prolifération des légionelles. Mais avec un mitigeur collectif, déjà, vous allez mitiger très loin de vos points d'usage. Et ensuite, vous allez refroidir l'eau tout de suite après le ballon, ce qui est une perte de calories, une perte d'énergie. On voit bien que ça fait le lien avec, avec les enjeux de sobriété qui sont actuellement mises en avant. Et puis on a d'autres choses comme, production par énergie solaire, qui sont là aussi pas complètement à exclure, mais qui sont à prendre avec des pincettes, puisqu'encore une fois, on va avoir plus de maintenance et plus de paramètres à surveiller. Et puis, par exemple, couplé avec, une installation de stockage type ballon ou accumulateur, on va avoir une température qui ne sera pas toujours garantie au-dessus des seuils, des températures, limites qui vous ont été présentées avant, que je vais redétailler après. Donc je disais, la surveillance repose sur 2 grands piliers, la surveillance des températures, donc au moins 1 fois par mois, sur certains points réglementaires que je vais détailler aussi ensuite. Et puis donc ça qui peut être fait en interne à l'établissement, sous réserve d'avoir étiqueté ces boucles, de savoir quel point d'usage vérifier. Et puis, donc en respectant aussi, quelques règles simples. Par exemple, sur la photo de gauche, on voit souvent des relevés de température en production qui sont directement prises sur, les appareils qui vont, donner plutôt la consigne qui est donnée, au réchauffement de l'eau. Et donc là, on a des températures qui sont pas tout à fait, heu, représentatives de la réalité. On préférera toujours, c'est le petit équipement qui est en dessous de la photo, des thermomètres à doigts de gants qui là aussi il faut, étalonner de temps en temps parce qu'on n'est pas sûr encore une fois d'avoir, quelque chose de représentatif. Ensuite sur les points d'usage, on a à droite une photo d'un relevé de température de points d'usage qu'on croise très souvent, alors qui sont au mieux répétitives, c'est-à-dire sur le même point toujours, à la même heure de la journée, alors que les conditions de tirage vont être différentes, d'où l'intérêt de tester plusieurs configurations. Et puis, l'eau froide souvent qui est oubliée. Alors l'eau froide ne respecte pas, enfin n'a pas à respecter une certaine fréquence minimale de surveillance et les limites qui sont fixées 20 ou 25 degrés selon, le référentiel, ne font pas l'obligation d'un repérage, d'une surveillance, particulière. Mais par contre, il est fortement conseillé de le faire parce qu'on se rend compte effectivement aussi que, au retour d'inspection, que, c'est cette eau froide qui va être contaminée parce qu'elle se sera réchauffée et donc en focalisant un peu trop sur l'eau chaude, on oublie que l'eau froide peut aussi contenir des légionelles. On a des prélèvements d'eau froide qui dépassent les seuils, de 1000. Et donc je vais vous détailler maintenant les points réglementaires qui sont, pour cette surveillance de température, comme pour les surveillances de légionelles. Donc, vous voyez donc, rapidement schématisé en haut les points d'usage avec, 2 boucles cette fois-là sur le schéma. Les installations de production qui sont au centre du schéma, donc le ballon de stockage typiquement et puis, le préchauffeur qui est souvent un échangeur thermique et puis les retours de boucle qui sont sur les côtés et sur le bas. Donc tout ça fait l'objet d'une surveillance pour, encore une fois, que ce soit pour les températures et les concentrations légionelles, avoir une photographie, de ce qui se passe dans le réseau et les meilleurs indicateurs sont donc les températures. C'est la première chose, le premier paramètre à maîtriser. Donc si on part de la production, on va, pour les températures, plutôt surveiller en jaune la température de mise en distribution,
la petite étoile jaune. Pour la concentration légionnelle, plutôt l'étoile rose, si vous la voyez, c'est représentatif du front de ballon, là où les légionnels peuvent potentiellement proliférer tout court. Ensuite, donc, on va avoir des points représentatifs de chaque boucle. Donc, ça fait partie de la surveillance. On dit point représentatif en distribution, point d'usage. Donc, on peut, à minima, penser qu'il faut au moins un point de surveillance par boucle, parce qu'effectivement, une peut être plus défavorisée que l'autre en termes de température, en termes de stagnation, suivant les usages qu'ils ont, suivant le nombre de points aussi, qui doit être un paramètre important. Donc, aussi bien pour les températures mensuellement, au moins mensuellement, et les campagnes de légionnelle, d'analyse en légionnelle annuellement, on va aller vérifier la réglementation dit points d'usage représentatifs ou à défaut les plus défavorisés, c'est-à-dire les moins utilisés, par exemple, qui feront l'objet d'une stagnation, qui seront moins favorisés en termes de température suffisante pour éviter les légionnelles. Et donc, on préconise particulièrement, alors pas de multiplier forcément, mais d'avoir vraiment un point représentatif de chaque section, portion, boucle du réseau pour avoir une photographie à la limite de l'exposition la plus prégnante, c'est-à-dire que de toute façon, l'objectif des 1000 UFC par litre est à respecter au point d'usage. Si on en retrouve ailleurs, c'est problématique, mais ce n'est pas considéré comme une non-conformité. Ça incite à prendre des mesures correctives, mais c'est vraiment sur ces points d'usage qu'on va surveiller les concentrations à légionnelles. Et puis pour finir, vous avez les retours de boucle avec quelques nuances. Donc, on l'a dit tout à l'heure, en mise en distribution, la température doit être au moins de 55 degrés et le retour de boucle au moins à 50 degrés, comme partout sur le réseau de distribution, sauf au point d'usage où il faut mitiger au plus près, parce qu'on considère qu'entre 55 et 50 degrés, si on a plus de 5 degrés entre le départ et le retour de boucle, on considère, les bureaux d'études considèrent qu'il y a un défaut d'équilibrage sur le réseau à corriger. Et donc, ces températures en retour de boucle, donc vous avez 2 points. L'idéal, c'est vraiment 2 points en vert, les étoiles, de prendre la température de chaque boucle pour voir si une n'est pas défavorisée par rapport à l'autre, si l'une ne réchauffe pas l'autre au retour de boucle général. Tandis que les concentrations légionnelles, on va plutôt regarder sur le retour général, donc c'est l'étoile en rouge. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc j'en arrive à ma conclusion, en tout cas au débouché de cette surveillance des températures et des légionnelles. On va effectivement demander ce que disait Catherine aux établissements à anticiper surtout, c'est-à-dire à protocoliser, à prévoir à l'avance les pires situations. Donc elles sont graduées dans 3 cas bien distincts. En cas de dysfonctionnement qui se manifesterait par une anomalie de température. Donc j'ai remis un schéma à droite. Effectivement, on va avoir d'un côté à gauche des températures à respecter pour ne pas laisser les légionelles proliférer. Et à droite, on en a bien conscience, une injonction contradictoire, mais des températures à ne pas dépasser au point d'usage, parce que vous voyez que c'est souvent rencontré, une température à 60 degrés, surtout avec des personnes au réflexe diminué, va occasionner des brûlures parfois au 2e ou 3e degré en 7 secondes seulement. Et donc, d'où l'intérêt des mitigeurs plutôt individuels que collectifs, ce que je disais avant. Donc ça, c'est vraiment la première alerte pour un établissement sur un dysfonctionnement possible de son réseau. Et puis on arrive ensuite à des cas un peu plus graves ou qui engagent en tout cas incitent à des mesures plus urgentes, qui sont des contaminations, donc des mauvais résultats de concentration légionnelle supérieurs au seuil ou même supérieurs au seuil de détection, c'est déjà un dysfonctionnement. Et puis une légionellose, possiblement nosocomiale, vu que la période d'exposition, ça sera passé uniquement en établissement. C'est généralement l'entrée clinique, l'entrée médicale pour lesquelles l'ARS est sollicitée. Donc voilà, pour ces 3 cas de figure vraiment gradués, il faut décider à l'avance ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place, à la fois pour protéger les résidents et les occupants des établissements, et puis résoudre le problème, surtout en procédant par ordre.
Et donc tout ça doit être consigné dans un carnet ou fichier sanitaire, peu importe, que ce soit carnet ou fichier, peu importe aussi s'il est papier ou numérique, on voit encore les 2. L'idée vraiment, ce soit centralisé et partagé, ce sera, vraiment ma conclusion. Hem, Tous les éléments qui concernent à la fois la surveillance, les éléments descriptifs que je décrivais au début et puis tout ce qui est maintenance extérieure et interne, heu, dans lesquels on peut aussi inclure, les purges qui sont faites par exemple par les aides-soignantes, quotidiennement ou hebdomadairement. Il faut qu'elles soient tracées. Ce qui est important pour, quand la gestion de crise arrive, on va utiliser le carnet sanitaire pour remonter dans le temps, voir ce qui s'est passé les dernières semaines ou les derniers jours sur le réseau. Est-ce qu'il y a eu des anomalies de température? Est-ce qu'il y a eu des points qui n'ont pas été purgés alors qu'ils auraient dû l'être? On va vraiment retrouver, heu, le contexte de l'incident qui déclenche, la gestion de crise. Voilà des illustrations des textes réglementaires, concrètement. Je suis prêt à répondre aux questions. J'ai peut-être été un peu rapidement sur certains points. Vous pouvez aussi nuancer, tempérer, hein, c'est le point de vue de l'ARS quand elle vient dans les établissements. C'est forcément partiel, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Merci, Monsieur Mathis, pour cette présentation très claire. Donc, effectivement, nous avons quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En tout cas, je pense que ça explique très clairement la nécessité d'avoir une approche globale, une approche d'anticipation et donc de prévention de ce risque. Chaque équipement dans les services techniques a un rôle à jouer. Ce n'est pas incompatible avec la transition énergétique. Par contre, il va falloir maîtriser ces équipements et ces réseaux. En plus, le changement climatique vient un petit peu perturber tout ça. Vous l'avez vu avec les épisodes de forte chaleur où effectivement on va avoir des contaminations de l'eau froide. Je dirais que c'est peut-être un des points de vigilance à avoir pour l'avenir. Mais je rejoins aussi ce qui a été complété dans le chat, c'est que ces réflexions sur les réseaux et les équipements, elles vont être adaptées à chaque établissement, chaque réseau dans un établissement, parce qu'un établissement peut avoir aussi plusieurs bâtiments, donc on va dire plutôt chaque bâtiment. Et cela interroge aussi le questionnement de la fourniture de l'eau chaude sanitaire, comment est-elle approvisionnée? Et quand on va changer un maillon de la chaîne, il faut s'assurer que tout le reste reste en cohérence. Et effectivement, en bout de chaîne, on restera en cohérence avec l'organisation du travail et que les purges soient en cohérence avec ce qui se passe dans les chaufferies. D'où l'enjeu du travailler ensemble. Et comme je ne vois pas de questions dans le chat, bah, je vous propose en fait d'enchaîner avec la mission expérimentale en cours au niveau du département de Nord-Saône-et-Loire, avec l'accompagnement du prévention de risques légionnels auprès des établissements médico-sociaux du GHT Nord-Saône-et-Loire, qui a été co-construit ARS avec l'unité territoriale santé-environnement de Saône-et-Loire et le CH William Moret, enfin, à travers son GHT. Donc là, je vais passer la parole à Madame Davidian et à Madame Vernaton-Perrin pour nous présenter justement cet accompagnement et tout l'enrichissement qu'il apporte aux établissements qui peuvent en bénéficier. Est-ce que Madame Davidian ou Madame Vernaton-Perrin, vous êtes avec nous? Ah oui, Oui. j'ai eu peur. Donc voilà, Je on vous vais laisse venir la au parole. micro, comme d'habitude. Bonjour à tous. Donc, oui, nous allons vous présenter un projet d'accompagnement des établissements médico-sociaux sur la prévention du risque légionnel qui s'est mis en place et a été monté en lien étroit avec l'ARS et notamment avec l'unité territoriale santé-environnement de Saône-et-Loire. Donc, en fait, notre histoire commence en 2017. En fait, on décide avec l'unité territoriale 71 de mettre en place des formations spécifiques pour les agents techniques sur les établissements médico-sociaux qui sont en convention avec notre territoire, c'est le territoire Nord-Saône-et-Loire. Voilà. En effet, en fait, nous constatons sur le terrain que les agents techniques, finalement, qui sont rarement des plombiers, qui ont rarement une expertise sur les réseaux d'eau, rencontrent de multiples difficultés
à la mise en place notamment des carnets sanitaires. Ils ne voient pas trop l'intérêt des carnets sanitaires et également ont des difficultés lorsqu'ils ont des réseaux qui sont contaminés par la Légionelle notamment. Donc, globalement, on décide de monter des formations, de mettre en place des formations qui ont pour objectif d'aider ces agents techniques à en mettre en place et à comprendre surtout l'utilité de la mise en place des carnets sanitaires et essayer de décrire de façon théorique, bien sûr, les réseaux de distribution d'eau et les éléments constitutifs de ces réseaux. Donc, on a commencé depuis 2017, on donne à peu près 2 journées de formation par an. Donc, on a formé 105 agents techniques. Les bilans sont plutôt satisfaisants et en parallèle, notre responsable plomberie, notre expert plombier, Monsieur Frick, fait également des formations, dispense des formations aux infirmières hygiénistes qui vont sur le terrain et qui sont également en lien étroit avec les agents techniques pour se familiariser sur le matériel technique. Donc, le bilan finalement, le bilan finalement de cette saison, est plutôt positif parce que les agents techniques finalement sont plutôt contents de venir en formation, ils trouvent que c'est important et sur le terrain, on voit que ces carnets sanitaires deviennent un outil de suivi et sont beaucoup plus utilisés. Également, les agents techniques nous appellent lorsqu'ils ont des problématiques techniques, notamment nous demandent de les aider sur la lecture de cahiers des charges, lorsqu'il y a des présences de légionnaires. Donc voilà, il y a, on va dire, une coopération qui s'est installée et une expertise qui est plutôt positive. Mais finalement, ces formations, elles ont des limites. Parce que connaître ces installations, ce n'est pas si simple que ça pour des non-spécialistes. Voilà, on ne peut pas s'improviser plombier en une seule journée. D'où l'idée de faire une saison 2 à notre histoire et notamment de mettre en place une étape complémentaire mais indispensable qui est notamment la mise en place d'un accompagnement des agents techniques sur le terrain, sur leur établissement, par un expert finalement des réseaux d'eau. Et c'est ce que nous avons voulu mettre en place dans cette mission expérimentale. Donc, elle est mise en place et menée sur le territoire Saône-et-Loire Nord Brest-Morvan et elle cible 52 établissements médico-sociaux qui sont en convention avec des équipes mobiles d'hygiène qui interviennent sur le médico-social, notamment autour de Chalon-sur-Saône, Mont-Solémine, Autun et le Creusot. Le financement de cette mission expérimentale est un financement ARS Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec l'unité territoriale santé-environnement de Saône-et-Loire, et elle a été confiée au GHT Saône-et-Loire Brest-Morvan, dont le site pivot est le centre hospitalier William Moret de Chalon-sur-Saône. Donc, globalement, les objectifs sont au nombre de 5 objectifs. C'est tout d'abord permettre aux agents techniques de s'approprier leurs installations. Lorsqu'on va sur site, l'expert va sur site, il fait une lecture de leur réseau d'eau. Donc, voilà, repérer sur place les éléments constitutifs de leur réseau et ensuite, réaliser un constat technique sous forme d'un rapport qu'on vous présentera plus tard, avec notamment une analyse des risques brûlures, risques légionnels, en mettant en évidence les éléments de fragilité du réseau et en proposant des axes d'amélioration spécifiques à l'établissement. Le deuxième objectif, et je ne reviendrai pas dessus, mais c'est être un appui pour les établissements médico-sociaux sur la mise en place de l'obligation de l'arrêté du 30 décembre 2022 sur l'évaluation des risques liés aux installations intérieures. Bon, on voulait aussi, et je pense que c'est important, maintenir deux formations par an des agents techniques, des formations bien sûr théoriques. Et puis également,
être un appui technique dans la réalisation de travaux, dans la lecture des cahiers des charges avec les établissements médico-sociaux et également dans le choix du matériel voilà, qui est proposé par des laboratoires ou des professionnels voilà, dits antilégionnels. Donc, on aime bien les autopsier avant de les choisir. Et puis enfin, un cinquième objectif, et non pas le moindre, c'est concilier économie d'énergie et risque légionnel. Donc, les moyens pour cette expérimentation, donc on a identifié parmi le GHT 2 techniciens avec un profil, des profils complémentaires, un référent CVC qui est sur le GHT. Alors CVC, c'est climatisation, ventilation, chauffage, et un technicien environnement qui, lui, est plutôt sur le secteur de Montsolémine, Autun et La Guiche. On a identifié, évalué un temps de 0,2 ETP pour chaque technicien. Et l'organisation qui était prévue au départ, on a peut-être surestimé nos capacités, c'était de visiter en fait 2 établissements par mois et de réaliser dans la suite les rapports immédiatement après. La coordination est assurée de ce travail est assurée par le directeur des services techniques du GHT qui se situe au sein du CH Chalon-sur-Saône et par moi-même. Ensuite, diapositive suivante. Alors, les modalités d'intervention, elles sont simples. Déjà, c'est sur volontariat. Ce sont les établissements médico-sociaux qui rentrent dans l'expérimentation, qui sont libres de demander ou pas cette évaluation. Et ça se fait en lien ou non avec l'infirmière hygiéniste qui intervient dans ces établissements. Donc, après cette demande, les techniciens vont proposer des dates pour ces visites. Ensuite, il y a une préparation. On demande aux établissements déjà que le jour de l'intervention, il y ait bien sûr l'agent technique parce que voilà, sinon ça perd tout de son intérêt. Et on demande également que l'établissement nous envoie un certain nombre de documents, notamment les éléments constitutifs du carnet sanitaire s'il y en a, des plans s'il y en a, des résultats de prélèvement s'il y en a également. Donc, le jour de la visite, c'est plutôt une grosse journée, c'est 5 à 6 heures, une grosse demi-journée plutôt, 5 à 6 heures, avec 3 étapes. Un accueil avec les agents, les techniciens vont expliquer comment ils vont intervenir, la façon d'intervenir, la visite des installations qui est le plus gros du sujet, et également un retour à chaud qui se fait avec le directeur. Ensuite, par la suite, il y a un rapport de visite qui est envoyé et bien sûr un questionnaire de satisfaction. Diapositive suivante. Alors, le bilan, après 1 an de fonctionnement, on a fait ce bilan et au bout d'1 an, on a pu visiter 15 établissements. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on souhaitait en visiter finalement 2 par mois. Donc, voilà, on est à 63% de nos objectifs. Les motifs des interventions, finalement, c'est sur 13 cas sur 15, ils vont sur l'établissement pour faire une analyse technique des installations concernant les addictions d'eau potable, le risque brûlure et le risque légionnel. Alors, ils partent du point de livraison et ils vont jusqu'aux points terminaux dans les établissements et ils font une évaluation des risques par rapport à l'installation. On les a également sollicités, ils sont allés sur place dans le cas de contamination de réseaux, donc de réseaux d'eau chaude sanitaire par de la légionnelle, mais également ils sont intervenus sur 2 établissements pour apporter un appui technique dans la réalisation de travaux, dans la relecture de CCTP. D'ailleurs, ils ont eu également l'occasion de rencontrer des bureaux d'études par rapport à de nouvelles constructions. Et je vais passer la parole à Madame Vernaton-Perrin pour le rapport de visite. Bonjour, je vais continuer effectivement avec les outils. Vous parlez un peu d'un bilan technique avec les premières observations et revenir sur l'évaluation in fine. Donc, l'outil produit à l'issue des rapports de visite, c'est un rapport qui est très complet. Donc, au-delà de la couverture et de la fiche de présentation de l'établissement,
Il intègre surtout une synthèse générale avec un diagramme récapitulatif, une évaluation des priorités, des coûts de mise en œuvre. Il y a un constat qui est fait sur chaque anomalie ou des points de vigilance, une description des installations, et puis un glossaire, puisque encore une fois, tous les agents techniques n'ont pas les compétences et la formation pour reconnaître les outils, donc il y a un glossaire qui les informe sur leurs installations. Donc je vais vous détailler ça un peu plus en détail maintenant. Alors, concernant la fiche de synthèse. La fiche de synthèse, elle contient un diagramme en premier, que vous verrez un peu plus en détail plus loin, qui donne plus ou moins une notation sur 5 items qui sont la protection contre les brûlures, le carnet sanitaire, la surveillance des températures, la maintenance et la qualité de la production d'eau chaude sanitaire et du bouclage. Donc, vous voyez que ça donne déjà un aperçu du bon fonctionnement ou non des installations et du risque, de la prévention du risque légionnel dans sa globalité au sein des établissements. Et puis après, la synthèse générale reprend les différents items sur la chaufferie, sur la production d'eau chaude, sur les réseaux et sur les points terminaux. Et ensuite, vous avez un tableau récapitulatif qui pointe les points de vigilance ou les anomalies, avec à chaque fois une priorisation qui est donnée, et puis un coût estimé d'intervention ou de matériel. Donc voilà la fiche de synthèse. Ensuite, comme je vous le disais, il y a une fiche spécifique pour chaque anomalie. Diapo suivante, s'il vous plaît, merci. Donc en fait, vous le voyez, c'est vraiment très pratico-pratique et très descriptif. Donc chaque anomalie fait l'objet d'une fiche et à chaque fois, il est identifié par des photos ou par un texte, le désordre qui a été pointé. Et à chaque fois, il y a une solution qui est proposée in fine en bas de chacune des fiches. Donc, de toute façon, cette fiche ne fait que l'écho de ce qui a déjà été pointé et ce qui a été déjà restitué au moment de la fin de la visite, où on vous l'a dit, il y a eu un retour à chaud qui est fait. Et donc là, ça permet de préciser exactement ce qui est réalisé. Et vous avez dans la diapo suivante vraiment du pratico-pratique. Hein. L'objectif, il est encore une fois que l'agent technique, il ait une connaissance de ces installations, mais également une appropriation. Donc là, vous avez vraiment... bien souvent, on a des mitigeurs dans les établissements et que l'agent technique nous dit qu'à ce moment-là, il n'est pas possible de le régler ou de mettre en place des butées. Et en fait, bien souvent, c'est par méconnaissance du dispositif. Et donc, là, la visite permet véritablement d'expliquer et c'est reformalisé dans l'écrit, dans le rapport, pour expliquer, ben non, votre installation que vous ne pensiez pas pouvoir influencer en termes de réglage de température, ben finalement, il est démontable et voilà comment est-ce qu'il faut procéder. Donc, ça permet à la fois d'avancer sur le court terme en disant voilà ce qu'il y a à faire et sur le long terme, parce que ça veut dire que l'agent technique, à ce moment-là, aura une pleine connaissance de ces installations et pourra agir de lui-même. Sur la diapo suivante, on observe donc l'une des autres missions et d'un autre objectif qui nous a semblé important de mettre en place et pour lequel l'équipe de l'expérimentation intervient, c'est sur les CCTP. Parce que là, je vous ai montré et expliqué l'existant, donc c'est bien de le connaître. Mais après, on a aussi l'autre pendant, et il n'est pas nécessairement un garant de non-contamination en légionnelle, c'est ce qui va être construit. Et on se rend compte malheureusement que dans les constructions neuves, on est loin d'être indemne en légionnelle et qu'il est important que les conceptions et constructions de réseaux soient bien conceptualisées dès le départ pour que le bon fonctionnement soit assuré par la suite. Donc, l'équipe a pu effectivement intervenir sur 2 cahiers des charges des clauses techniques particulières, des CCTP. Donc, vous voyez sur l'avant-dernière colonne toutes les remarques qui ont été faites sur un des cahiers des charges qui a été étudié et analysé. Donc, les différentes remarques qui ont été faites et le retour du bureau d'études fluide qui a validé, puisque c'est envers les validations, avec une remarque nuancée pour le jaune, mais majoritairement, ça veut dire qu'il a pu être pris en compte l'ensemble des remarques faites par l'expertise. Donc, c'est vraiment... Ce n'est pas un gage de réussite à 100% qu'il n'y aura pas de légionnelle, mais ça veut dire que déjà la conception permettra une meilleure gestion sur le long terme et on évite malheureusement des conceptions qui sont des aberrations dès le début, ce qui est du bon sens et une plus-value pour tout le monde.
Donc voilà les grands principes et les outils qui sont produits, qui sont vraiment essentiels et sur lesquels les établissements peuvent s'appuyer sur à la fois des gestions à court terme et sur le long terme. Donc d'un point de vue bilan statistique, sur les 14 sites déjà visités, il en manque un puisque 15 ont été visités, mais les rapports n'étaient pas produits au moment de la réalisation du bilan. Donc en moyenne, on a 12 constats ou anomalies qui ont été pointés par établissement. Priorité 1, c'est quand il y a un risque pour les utilisateurs. Donc là, c'est vraiment avec une action à court terme à mettre en œuvre, puisque non seulement la priorité permet de définir le risque, mais aussi l'échéance de la remédiation. La priorité 2, c'est un risque sur la qualité de l'eau et sur le moyen à moyen terme, pardon. Et la priorité 3, donc c'est une action qu'il vaut mieux réaliser, mais dans laquelle il n'a pas été identifié de risque. Donc, on se rend compte que sur ces différents établissements déjà visités, donc 15 portaient sur la priorité 1, donc ce qui est plutôt 17%, donc c'est relativement conséquent et à la fois faible au regard de tous les constats qui ont été faits. La très grande majorité porte sur un défaut sur la qualité de l'eau et sur une action à moyen terme. Et puis, on a aussi 22% sur des priorités sur lesquelles il vaut mieux agir, mais qui ne constituent pas de risque. Donc, le bilan est plutôt positif, puisque vraiment la priorité 1, qui est vraiment l'action à court terme, finalement, on se rend compte que c'est moins de 20%, donc c'est plutôt satisfaisant. Ce qui est mis en très gros en bas, si on peut revenir avant, ce qui est mis très gros en bas est extrêmement important. Sur les 45 actions qui ont été pointées sur les 86, donc plus de la moitié ne constituent que de la main-d'œuvre et avec du matériel inférieur à 50 €. Donc, ça veut dire que sur toutes les actions, qu'elles soient priorité 1, 2 ou 3, l'établissement est en capacité d'agir très rapidement et avec peu de moyens engagés, sinon le temps d'agent, pour remédier aux désordres qui ont été pointés. Donc, c'est vraiment l'appui qui est apporté par l'équipe montre bien qu'il y a des désordres sur lesquels on peut agir très vite. Et on passe à la diapo suivante. Donc, vous avez l'histogramme un peu plus en détaillé avec les 5 items que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, on se rend compte que sur les différents désordres qui sont pointés dans tous les établissements visités, majoritairement, on voit que le taux de conformité est plutôt satisfaisant sur la surveillance des températures. Donc, elles sont bien contrôlées et c'est plutôt bien fait. Le carnet sanitaire, comme le disait Madame Davidian, on se rend compte qu'il y a des évolutions. S'il n'était pas présent ou pas complet dans un premier temps, on voit que les choses sont rentrées dans l'ordre et c'est vraiment un outil de travail qui évolue et qui est mis en place maintenant, puisqu'on a 70% de conformité. Concernant le risque brûlure, alors là, on devient un peu moins bon puisque on est presque à la moitié d'établissements qui sont conformes, puisque c'est toujours la difficulté qui a été évoquée précédemment entre le risque brûlure et le risque légionnel. Donc, c'est compliqué à gérer et on voit que ce n'est pas totalement maîtrisé. Par contre, on se rend compte que sur la qualité de la production, du bouclage et sur la maintenance, il y a des défauts sur lesquels on a des marges de progrès encore qui peuvent être conséquents parce qu'on est quasiment à un établissement sur 2 et qu'il n'y a pas une totale maîtrise. Mais la méconnaissance et la non-appropriation des installations peut jouer en ce sens-là. Je vais en finir par l'évaluation de cette action, puisqu'encore une fois, il s'agit d'une expérimentation, donc on a déjà vécu une première année et on commence tout juste la deuxième année. Donc, systématiquement, les directeurs d'établissement sont destinataires d'une fiche d'évaluation qu'ils peuvent remplir. Donc, sur les 14 sites visités, il y a eu 8 retours avec 3 retours de la part de la direction et 5 des services techniques. Et on se rend compte que l'évaluation globale sur une moyenne de 10 est plutôt satisfaisante puisque la note est de 9,4 en moyenne. Le temps d'échange est plutôt satisfaisant et apprécié. Le rapport de visite est également apprécié. Les interventions sont grandement appréciées aussi avec une compétence des agents qui est de toute façon reconnue. Et la prestation, d'une manière générale, elle est vraiment appréciée des établissements et c'est pour ça que finalement le global est très satisfaisant.
Donc, pour autant, il y avait quelques remarques. Là, je vous montre le côté très positif de l'histoire. Il y avait quelques remarques et de marge d'amélioration. Et du coup, on est en train de travailler là-dessus pour la deuxième année pour que du coup, on soit plus performant et voir comment ce dispositif pourrait se pérenniser, s'élargir. On est en train d'étudier le tout pour être plus performant et le plus aider les établissements. Merci pour cette présentation très claire et cette mission d'accompagnement qui complète en fait la formation, car l'exercice est toujours difficile, même si on apporte des compétences ou de l'information. Après, c'est la capacité à se l'approprier sur le terrain, et là, c'est un vrai enjeu. Et en fait, lorsqu'on aura des installations qui sont maîtrisées, on peut vraiment réfléchir, ou même déjà commencer à réfléchir à la transition énergétique de façon plus sereine, sans générer des risques déjà préexistants. Et on voit bien qu'entre risque brûlure et risque lésionnel, on est dans cette logique du risque immédiat ou du risque à moyen terme. Et il faut arriver à développer cette culture de risque environnemental, finalement, liée à nos installations et à nos équipements. Dans le chat, je ne vois pas de questions. Vous avez encore quelques secondes si vous souhaitez réagir ou compléter, ou même vous pourrez nous écrire via notre site Reset si vous avez d'autres questions. Vous avez nos contacts, vous avez tous nos contacts d'ailleurs dans les présentations. J'espère que toutes ces informations qu'on vous a apportées dans le cadre de ce webinaire vous donneront déjà des premières clés. Vous pourrez suivre de toute façon les actions de formation proposées par chacun des intervenants via les sites internet, via le site du CEPIAS, via le site de Reset. Donc les actions de formation se poursuivent. En termes de méthode, pour conclure en fait ce webinaire, déjà la base, c'est disposer des plans des réseaux, avoir une organisation qui soit compétente sur le sujet, en adéquation avec les besoins et les moyens qui sont mis à disposition, bien évidemment. Donc ça peut être des ressources d'expertise partagées. L'enjeu, c'est aussi d'être accompagné par des acteurs de terrain, comme les structures qu'on vous a présentées tout au long de ce webinaire. Et c'est un vrai enjeu, cette question de l'énergie, sur la transition énergétique et la décarbonation donc, du monde de la santé, en lien bien évidemment avec le changement climatique. Donc là, on pense à nos réseaux d'eau froide. Et j'espère que d'ici quelques années, on pourra parler de l'optimisation des consommations d'eau avec de la sérénité, étant donné que les réseaux seront largement bien maîtrisés. Donc, vous avez des outils pour vous aider, notre site internet, la plateforme Intradem, là, pour ceux qui sont adhérents, enfin membres Reset, en fait, c'est une inscription gratuite. Je vous ai remis les liens dans le chat. Et puis, vous avez aussi le site du Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins, donc le CEPIAS, où vous pouvez vous connecter. Je remettrai aussi le lien que vous trouvez donc, sur notre site internet aussi, que ce soit Reset. Vous pouvez retrouver le lien du CEPIAS ou aller sur le site du CEPIAS en direct. Donc, ce webinaire, si je ne vois toujours pas de questions, ça se termine. En tout cas, je vous remercie. Ah, je vois Madame Roussel qui souhaite intervenir. Oui, si vous Ne souhaitez voyons pas compléter, n'hésitez pas. d'inscrits, voilà. Juste peut-être une petite précision. Je crois que pour ce qui nous a été présenté sur l'expérimentation Nord-Saône-et-Loire, une des améliorations possibles, puisque vraiment tous les établissements qui en ont bénéficié en étaient contents, ça portait sur un petit suivi. Je crois que c'était ça, hein. Il y avait entre autres ça. Et c'est vrai que les établissements, quand ils se sentent trop seuls, c'est très difficile de faire quelque chose. D'où l'intérêt de l'accompagnement. En tout cas, merci pour ces mots de conclusion. On est parfaitement dans le timing. Donc, je vous remercie à tous les intervenants d'avoir participé à ce webinaire. Peut-être que nous en ferons d'autres sur ce sujet-là en 2025. Et merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit. Puis on se retrouvera pour un prochain webinaire dans le cadre du programme Reset.